Ouais. Eh ben, écoute, voilà en tout cas ce qui était. C'est encore une fois, j'ai envie de dire, ne pas, pour être au plus juste des situations, rien de mieux que le regard rétrospectif, le passé, la lecture qu'on avait pu en faire à l'époque, les enseignements qu'on avait pu en tirer, parce que ça permet évidemment de moins se tromper et d'éviter des propos définitifs qui parfois vont complètement dans le sens inverse de ce qui était imaginé. Oui, Je voudrais ajouter à plusieurs choses. bien sûr. Moi, je suis beaucoup les analystes américains sérieux. Il y en a que j'apprécie particulièrement. Il y a Scott Ritter, le colonel McGregor, John Mearsheimer et d'autres. Et ce qui me frappe, c'est que ce sont des analystes à l'ancienne, réalistes, militaires, etc., expérimentés. Mais ce qui me frappe, c'est que là, par exemple, sur cette affaire, ils étaient complètement largués. Mais c'est normal qu'ils soient largués. Parce que quand vous êtes un analyste sérieux, qui a l'habitude de travailler sur la politique sérieuse et des hommes politiques relativement sérieux, vous êtes complètement désarmé face à Trump parce que, d'abord, c'est un type qui vient pas de Washington, qui vient pas du sérail politique, il vient du monde des affaires, donc il emploie des méthodes des affaires. Et puis, il vient du monde du spectacle, en fait. Il vient de la société du spectacle. Donc, il combine à la Maison-Blanche la méthode des hommes d'affaires de l'immobilier de New York et avec une forme théâtralisée propre au monde du spectacle. Donc, quand vous êtes un John Mearsheimer, je sais pas, à 75 ans, vous avez l'habitude, vous êtes un réaliste très sérieux, etc. Vous avez l'habitude de travailler sur ce genre de dossier, ou le colonel McGregor, qui d'ailleurs a été conseiller du secrétaire d'État à la Défense en 2020-2021, donc sous Trump. 2020-2021, on est déjà plus, c'est vraiment limite 2020. 2020. En fait, oui, parce qu'en fait, la campagne électorale a eu lieu en 2020, je crois, et c'est en 2020 qu'il a quitté la Maison-Blanche. Donc, il était à cheval. Janvier, voilà. Ou alors 2019-2020. Mais en tout cas, je sais qu'il a occupé ce poste sous l'administration Trump. Eh bien, vous êtes complètement désarmé face à ce type de méthode. Ils nous ont tous dit, ça y est, c'est la guerre mondiale qui commence. Ça y est. Scott Ritter, McGregor, John Mearsheimer, etc. Et après coup, c'est quelques jours après les bombardements, que finalement, là, j'ai écouté McGregor hier sur l'excellente chaîne de Judge Napolitano. Je vous conseille pour les anglophones de suivre cette chaîne. Il a des invités remarquables. Bien là, il dit, ah bah oui, bah en fait, finalement, il a trompé les Israéliens, il leur a donné le change, il leur a coupé l'herbe sous le pied en frappant les sites nucléaires, etc. Donc, moi, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est assez difficile de comprendre la politique de Trump si on n'intègre pas. Il y a une question générationnelle aussi, voilà. Ouais, je crois aussi. Ouais. Il y a une question générationnelle. Donc, il faut intégrer la dimension spectaculaire et relire la société du spectacle aussi. Voilà. Et plus on a en effet eu des études traditionnelles et qu'on a étudié de façon classique la géopolitique, plus on ne peut qu'être désarçonné par cette séquence. Ça, c'est évident. Voilà, il y a cela, mais il y a un aspect aussi quand même négatif dans cette affaire, c'est que bon, il a évité la guerre, l'escalade par cette méthode, et je veux dire, ça a des conséquences. On peut pas faire n'importe. On peut pas faire n'importe quoi. On peut pas, sous prétexte, essayer d'éviter une escalade, bombarder un pays souverain, premièrement. Donc, violation de la charte de l'ONU, violation du droit international, mais ça, c'est pas nouveau avec les Américains. Bombardement quand même d'un site nucléaire civil. Bon, certes, il les a prévenus, certes, ils les ont vidés, mais je veux dire, ça fait un précédent. C'est extrêmement grave, c'est un crime de guerre. Premièrement, donc il y a un précédent extrêmement dangereux. Et puis, deuxièmement, qui va prendre au sérieux Donald Trump à l'avenir? Vous êtes en train de négocier avec lui. Vous êtes à la table de négociation, vous négociez sur une question extrêmement sérieuse, le nucléaire. Puis, un petit État de 10 millions d'habitants décide que, bah non, vos négociations, je vais les foutre en l'air.
je vais bombarder l'autre partie, c'est-à-dire la partie iranienne avec qui vous êtes en train de négocier. Et Donald Trump, au lieu de taper du poing sur la table, parce qu'en plus, il avait déjà fait venir à Washington il y a quelques mois, je crois que c'était en avril dernier, Netanyahou, pour lui dire « je vais dealer avec les Américains, avec les Iraniens, ne fais rien contre l'Iran qui va aller à l'encontre de ces négociations ». Donc, il a désobéi complètement. Et donc, Donald Trump, au lieu de taper du poing sur la table, qu'est-ce qu'il fait? Il suspend ces négociations, les négociations en cours, et il va bombarder le pays. Donc, en fait, il s'aligne sur l'agenda israélien. Et comment est-ce que les Chinois, les Russes, les Brésiliens ou je ne sais quel autre pays peuvent prendre cette administration au sérieux? Vous êtes en train de négocier avec eux, ils arrêtent les négociations, ils vous bombardent. Puis ensuite, ils vous disent, après vous avoir bombardé, on veut négocier avec vous, reprendre les négociations. Parce qu'en fait, dans ma dernière vidéo, la semaine dernière, réalisée en collaboration avec Xavier Moreau, Stratpol, j'avais bien relevé, parce que moi, je suis allé regarder la presse sérieuse. Vous savez, les gens, souvent, ils analysent en suivant BFM TV, etc. Non, je suis allé lire Axios, Jérusalem Post, etc. Et en fait, en parallèle de la crise, en pleine préparation des bombardements des sites nucléaires, les Américains demandaient par les canaux diplomatiques aux Iraniens de reprendre les négociations sur le nucléaire et sur un cessez-le-feu avec Israël. Mais vous, je veux dire, vous êtes en train de nous menacer, de nous insulter alors qu'on était en pleine négociation, parce que Netanyahou a décidé de nous bombarder, donc violant le droit international, et vous voulez qu'on reprenne les négociations. Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux. Je veux dire, pour n'importe quel État normalement constitué, cette administration n'est pas sérieuse. Donc, ça va avoir des conséquences négatives. Et les Russes avec qui ils sont en train de négocier, d'ailleurs, sur la question ukrainienne, puis de toute façon, ça patine. Pareil, qu'est-ce que se dit Vladimir Poutine? Qu'est-ce que se dit Lavrov? On peut pas, je veux dire, c'est bien beau, oui, utiliser des méthodes spectaculaires pour éviter la guerre, mais en fait, Trump a utilisé cette méthode théâtrale simplement pour éviter de s'aligner sur l'agenda israélien. C'est ça que ça dit aussi. Pourquoi tout ce théâtre? Pourquoi les frappes théâtrales qui ont coûté, je crois, 100 millions de dollars ou des centaines de millions de dollars, frapper l'Iran, tout ça pour pouvoir dire aux Israéliens, regardez, on vous a obéi, on a détruit le programme nucléaire iranien qui est un programme légal. Qui veut ça, en fait? Qui veut détruire le programme nucléaire iranien? Ce sont les Israéliens, personne d'autre. Donc voilà, c'est quand même, je veux dire, il y a des aspects positifs, d'accord, il a évité la guerre, mais là, pour le coup, Donald Trump, c'est vraiment un homme d'affaires à l'américaine, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, il ne voit pas plus loin que la semaine suivante et les 2 semaines suivantes. C'est ça. Alors qu'on est face à des États comme l'Iran ou la Russie, on en pense qu'on veut, l'Iran, de la Russie. Absolu, ouais. La plupart des États du monde, eux, ils planifient sur la longue durée. Le temps long, ça n'existe pas chez Trump. Voilà, il fait des coups de poker, etc. Et c'est alors, bon, ça rend illisible sa politique pour tout le monde, y compris pour les Israéliens, parce que déjà, durant son premier mandat, les Israéliens, moi je disais, hein, les retours qu'il y avait sur les hauts gradés de l'armée, etc., le dirigeant israélien dans le New York Times et autres, les Israéliens ne comprenaient absolument rien à ce que faisait Donald Trump. Personne ne comprend rien. Donc, en fait, il brouille les pistes pour échapper au maître israélien. Je rappelle que Donald Trump a reçu durant sa campagne un chèque de 100 millions de dollars de la veuve de Sheldon Adelson, qui est un lobby pro-israélien et qui est un proche de Netanyahou. Donc lui, il est mort maintenant. Et il avait déjà financé une partie de la campagne de Trump, pour la première campagne de 2016. Elle lui a donné 100 millions de dollars. Donc quand une famille proche de Netanyahou vous donne 100 millions de dollars, vous croyez qu'ils attendent quoi de vous? Donc, je veux dire, voilà, les manœuvres de Trump ont pour but d'échapper à l'autorité israélienne.